Regardons où nous en sommes. Nous sommes coincés dans un étau terrible dans la mondialisation libérale. Celle-ci a été voulue par le capitalisme américain. Et il y a réussi. Dans le monde anglo-saxon, ce fut en 1979 Mme Thatcher, en 1980 M. Reagan, et ce capitalisme financier, ce capitalisme dérégulé s'est installé sur le continent dans les années 80 et 90. Vous n'avez pas oublié. Hein, je vous le rappelle, l'acte unique, le traité de Maastricht, etc., etc. Donc voilà. Je ne reviens pas sur la Banque centrale indépendante, les mouvements de capitaux enfin libres, l'évanouissement de toute protection commerciale. Un nouveau type de capitalisme en a résulté, qu'on appelle patrimonial ou actionnarial. C'est la prépondérance absolue des actionnaires sur les travailleurs en général, y compris sur les managers. Hein, c'est la liberté du capital. La liberté des propriétaires du capital, c'est une nouvelle dictature de l'actionnariat qui manifeste une tendance au retour au capitalisme d'avant 1914, avec toutes ces inégalités, non seulement de revenus, mais aussi de patrimoine. Et cette machine-là, elle est en route depuis les années 80-90. Naturellement, elle coïncide avec un certain nombre de phénomènes géopolitiques. L'ouverture de la Chine aux multinationales, qui sont les agents dominants de l'économie mondiale. L'effondrement de l'URSS, qui clôt un cycle historique. Et nous voilà dans un monde où les États-Unis ne reculent pas devant la guerre pour maintenir leur impérium. On vous parle beaucoup de l'appétit des Chinois pour les matières premières. C'est plein les gazettes. Mais rappelez-vous que ça a commencé bien avant. La première guerre du Golfe, si je me souviens bien, c'était en 1989. De quoi s'agissait-il, sinon du pétrole et des hydrocarbures du Moyen-Orient, qu'il s'agissait de contrôler. Donc voilà, cette fuite en avant a conduit le capitalisme américain et les États-Unis à un enlisement dans les profondeurs du monde musulman, en Irak, mais aussi en Afghanistan, et d'une manière générale, c'est un problème dont on ne voit pas aujourd'hui la solution. Même si Barack Obama avait esquissé dans un discours au Caire, s'adressant au monde musulman, quelques pistes originales, d'autant qu'elles venaient en début de mandat, on pouvait espérer que tout ça finirait par se concrétiser. Apparemment, ce n'est pas le cas. Il a pris acte du refus du gouvernement israélien de geler la colonisation, et je dirais qu'en Afghanistan, je ne vois pas comment sa stratégie peut réussir, mais nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Ce système du capitalisme financier a connu une première crise en l'an 2000, la crise de la bulle technologique, et après une relance à tout va avec des taux d'intérêt très bas qu'on a imputés à crime à M. Greenspan, une deuxième crise qui est la crise des subprimes, la crise immobilière de 2007-2008. Donc voilà un capitalisme financier qui fait la preuve de sa très grande fragilité, de sa très grande faiblesse, avec une récession économique qui a été enrayée par des plans de relance astronomiques, dont on ne sait qu'une chose, c'est que s'il y a une rechute de la crise, on ne pourra pas les renouveler. Qu'il faudra prendre d'autres moyens. Donc nous voilà, nous la France, l'Europe, coincés entre la concurrence des pays à bas salaire, la dévaluation compétitive des pays de la zone dollar, auxquels, je vous le rappelle, la Chine appartient aussi, et par conséquent, fort dépourvus. D'autant plus dépourvus que si vous voulez remettre en cause ce système, il faut remettre en cause les règles du jeu. Et le grand jeu néolibéral, c'est la puissance des multinationales,
qui investissent là où elles veulent, déploient, redéploient, suppriment des emplois. Il faut toute la puissance d'intoxication des médias dominants et de l'idéologie dominante, dont Marx disait jadis déjà qu'elle était celle de la classe dominante, pour nous faire croire à travers deux économistes, hier du Conseil d'analyse économique, que les délocalisations créent de l'emploi en France. Hein, vous avez lu ça? Dans toute la presse, vous avez des développements incongrus sur ce thème. Et ils y croient. Et ils voudraient nous faire prendre des vessies libérales pour des lanternes keynésiennes. Tout cela nous montre dans quel monde nous vivons. Je ne reviens pas sur la dictature des marchés financiers. Est-ce que nous allons fermer cette courte parenthèse interventionniste ouverte en France par le discours de Toulon en septembre 2008 ? Est-ce qu'on va revenir à l'orthodoxie, mais au prix de quelle crise sociale? Vous voyez déjà les manifestations à Athènes ou à Madrid. Et nous ne sommes qu'au début. Le problème pour la gauche, parce que je voulais quand même vous parler un peu de la gauche. Jusqu'à présent, je vous ai parlé de la France et des graves problèmes qu'elle connaît. Mais le problème pour la gauche, c'est que pour remettre en cause ces règles du jeu, elle doit s'aviser que c'est elle qui les a installées. L'acte unique, c'est la gauche. Enfin, ce fut négocié en 1985. Moi, j'étais membre du gouvernement même. On nous a apporté un pavé de 400 pages qu'on a posé à 10h du matin sur la table du Conseil des ministres, au salon Murat, comme ça que ça s'appelle, je crois. Et puis, à 11h30, c'était fini. Évidemment, personne ne l'avait lu. Il a été approuvé. C'est peut-être inacceptable, mais c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, il y a eu un débat devant le Parlement. Personne n'y a rien compris. Parce que les textes européens, il faut le dire, sont particulièrement abscons et renvoient à d'autres textes qu'il faut connaître. Et il a fallu attendre véritablement 2005 pour qu'un certain nombre de gens fassent des tableaux comparatifs et vous expliquent de quoi il s'agissait. Mais à l'époque, on ne l'a pas fait. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, je crois qu'il faut dire que le tournant de 1983, parce qu'on revient toujours à ce fameux tournant de la rigueur, à cette parenthèse libérale dont parlait le premier secrétaire de l'époque du Parti socialiste, ce tournant a été ouvert sans qu'au fond, François Mitterrand l'ait vraiment souhaité. Je crois qu'il avait envisagé à un moment une sortie au moins provisoire du système monétaire européen. Tous les témoignages concordent. Puis, il a vu que c'était difficile. Les gens sur lesquels on pouvait compter, les fameux visiteurs du soir, n'étaient pas très nombreux. Et tout l'establishment, par contre, était, je dirais, vent debout contre une telle décision, qui fut imposée très largement, il faut le dire, par la Commission européenne et par le chancelier allemand, Helmut Kohl. Donc, l'acte unique. Ensuite, François Mitterrand a pensé qu'il allait rester devant l'histoire comme un grand Européen. François Mitterrand était un grand homme d'État, comme on dit, entre guillemets. Il avait peut-être des comptes à rendre à Dieu. Je ne suis pas sûr qu'il était au clair sur ce sujet. Il semble avoir beaucoup hésité jusqu'à la fin. Il n'avait sûrement pas de comptes à rendre aux simples, comme il disait, c'est-à-dire aux militants des sections socialistes. Il avait des comptes à rendre devant l'histoire. Et il voulait rester comme le président de l'Europe.